La Tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, dans la série Tête à tête, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Breen Leboeuf, anciennement bassiste et chanteur au sein du groupe Offenbach et qui fait maintenant carrière solo. Bienvenue à cette autre proposition que vous fait la série Tête à tête. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur quelqu'un que vous connaissez déjà beaucoup ou que vous pensez connaître, mais dont on fera un petit tour de vie. Et c'est nul autre que Breen Leboeuf qu'on rejoint à l'instant. Breen, bonjour. Bonjour, Robert. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Hein? Écoute, je pensais te connaître depuis quelques années qu'on a eu la chance de travailler ensemble, mais oui. Je suis quand même allé voir tout ce que les internets te disent à ton sujet. C'est pas tout vrai, hein? Bien, c'est ce qu'on va confronter aujourd'hui. C'est pour ça que tu es là. Bref, commençons dès le début. Semble-t-il que la musique, ça entre dans ta vie par des cours de piano et des cours de chant dès l'enfance. Mais là, j'imaginais Mel, une école rock'n'roll piano pour enfants de 6 ans. Non, c'est probablement une formation toute classique par laquelle tu as commencé. C'était pas mal classique et ça, avec beaucoup de chorale aussi, d'expérience chorale. Je chantais dans la chorale de 2 églises, donc Saint-Vincent-de-Paul en français et latin, et Pro Cathedral of the Assumption en anglais et latin. Et ça me faisait plaisir en ce qui concerne la musique sacrée était très évoluée pour des jeunes. Ça fait qu'on avait des arrangements à 50-60 voix des fois qui étaient très spécial, surtout à Noël. On avait tout un concert à Noël. Et il y avait aussi le fait qu'il y avait beaucoup de jeunes filles dans les chorales. Ça fait que c'était une source de distraction? Socialement, c'était bien correct. Non, j'aimais bien ça. Et c'est plus tard que tu décideras de desservir le diable plutôt que le Dieu, mais ça, on y reviendra. Mais semble-t-il qu'un des premiers aspects de carrière, c'est-à-dire où on gagne des deniers à faire de la musique, c'est Breen Leboeuf qui écrit des jingles pour un studio d'enregistrement? Ça, c'était Est-ce que c'est le fun de s'en rappeler ou très, pas? très spécial, parce que j'avais un contact de ma ville natale de North Bay qui m'a entendu chanter, puis il a pris une démo à l'époque. C'était-tu une cassette? Je pense que c'était une cassette. Y avait-tu des cassettes à l'époque? Ça devait. Ou reel-to-reel, peut-être. Oh. Mais il amenait ça à Toronto, puis il y avait un certain monsieur qui avait une compagnie de production de jingle, mais il y avait aussi un label de disques populaires, puis il y avait les artistes qui étaient signés à son label étaient c'était très, très bon. C'était Haygood Hardy, puis Mo Kaufman, puis Diane Brooks, puis tous des gens très exceptionnels à l'époque sur la scène musicale canadienne. Et il était intéressé à ce que je fasse partie de son équipe. Moi, je ne voulais pas être front parce que j'étais un petit kid du Nord et j'étais gêné, mais je voulais être chanteur dans un band parce que j'avais déjà participé à des bands dans le nord de l'Ontario, puis j'aimais bien ça. Tu veux pas être front, mais tu veux être chanteur d'un band? Oui. OK, c'est conciliable, ça? Mais je voulais pas être un artiste solo. Ah, OK. C'est packaging-wise. Oui. Je voulais pas avoir ça sur les épaules. Je voulais juste faire partie d'un... Puis la vie de groupe, j'aimais bien ça. J'aimais bien ça. C'est comme quand on a de la passion de jouer le hockey, puis on loue un aréna le samedi soir, le vendredi soir avec les amis. Bien, pour moi, c'était ça. C'était vraiment une activité. Puis, ça fait qu'entre-temps, pendant qu'il me trouvait un groupe, il m'a donné un petit bureau avec un petit lit, un piano. Ton premier appart à Toronto, mon premier appart, c'était à peu près gros de même. Puis, il m'a trouvé des contrats de jingle. Donc, une pour Elmer's Glue, qui était très intéressant, parce que... Ça a collé? Oui, ça a collé. J'avais volé l'idée d'une... c'est moi qui faisais la musique pour le jingle. C'est pas juste chanter, mais le composer. Puis j'avais pris une tune par The Band à l'époque, qui était
funky, un beat comme ça. Puis j'ai écrit la partition de drum puis tout, puis j'avais pas la scolarité pour faire ça. Ça fait que j'avais effacé tellement les notes que j'avais passé bord à bord du papier. Puis je présente ça en studio, ma première fois en studio, je présente ça aux musiciens. Puis le monsieur sur les drums, il commence à jouer, puis c'était tout croche. Puis moi, j'ai demandé à mon Il jouait les trous. Oui, il jouait tout croche. Ça fait que j'ai demandé, est-ce que je peux lui parler? Il dit, oui, pèse sur le piton, là, Breen, puis tu peux parler directement aux musiciens. Ça fait que j'ai dit, Monsieur Fuller, c'est pas ça. Il regarde la feuille, il dit, oui, c'est ça. C'est un petit peu dur pour l'ego. Moi, j'ai fait, oh mon Dieu, je ne l'ai pas écrit comme il faut. Il dit, tu voulais telle tune, hein, de The Band? Puis j'ai dit, oui, c'est ça que j'essaie. Il dit, viens ici. Il m'a montré comment noter Il était très généreux, le monsieur. Puis j'étais entouré, dès mon départ à Toronto, de monde généreux comme ça, qui m'ont accepté, m'ont montré comment faire ci, ça et là. Et c'était merveilleux comme début. Mais là, juste pour replacer les morceaux du puzzle, on a parlé des cours de piano enfant, les cours de chant, le studio. La basse, ça arrive quand, ça? Parce que là, tu es chanteur. La basse est arrivée dans ma jeunesse à North Bay parce qu'on montait un band, puis il n'y avait pas de bassiste. Ça fait que j'ai acheté une basse, puis 3 semaines après, je jouais de la basse, puis je chantais. C'était probablement tout croche, mais quand on est jeune, on ne sait pas que c'est difficile. Ça fait qu'on se lance dedans, puis c'est comme ça que j'ai appris sur le tas. J'avais une certaine connaissance de l'harmonie de l'affaire, puis j'aimais beaucoup l'instrument aussi. J'ai écouté les bassmen proches, puis j'aimais bien qu'est-ce qu'ils faisaient. Ça fait que... Mais quand je suis déménagé à Toronto, j'étais peut-être... j'étais humble. Je me suis dit, je suis pas assez bon pour jouer de la basse pendant que je chante. Ça fait que je vais le mettre de côté. Ça fait que pendant 2 ans, j'étais chanteur pour un groupe appelé Chimo. Puis, après mes 2 ans avec Chimo, les musiciens se sont séparés et j'ai repris la basse. Puis, depuis ce temps-là, je suis engagé comme bassiste qui chante. Est-ce que déjà, à cette époque-là, tu étais le type de personnalité sans plan B, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas envisager de faire autre chose que musique, peu importe là où ça allait t'amener? C'était plutôt le contraire. Dans ma jeunesse, j'aimais beaucoup chanter, jouer, tout ce qui était musical, mais mon entourage, c'était tous des professeurs d'école. Ma soeur, mon frère, ils étaient plus vieux que moi, puis ils sont mariés avec des profs d'école. J'étais supposé d'être un prof d'école, ça a l'air. Ah oui? Ça fait qu'ils m'ont dit que... ça a l'air que dans la musique, il n'y avait pas de carrière qui m'attendait. J'étais pas crevé de faim. Ça fait que je les ai écoutés, puis je suis allé au Teachers College, puis j'haïssais ça au bout, parce que je ne l'avais pas, je n'étais pas pédagogue. Mais tu te destinais pour enseigner quoi? Général, en primaire, tu sais. D'accord. Juste avoir mon papier pour aller travailler. Mais à l'époque, je pense qu'il m'offrait, après 2 ans, j'aurais eu une job à Cape-Réal, dans le Nord, à 3 000 $ par année. Ça fait que c'était pas une passion. On le sent encore aujourd'hui. Oui, c'était pas quelque chose qui me touchait énormément. Mais la musique venait me chercher tout le temps parce que j'avais toujours des opportunités qui m'étaient offertes. Puis des gens qui m'endossaient. Ils me disaient « Oh non, je veux te donner un coup de main. » Ça fait que quand les portes ouvrent puis les gens sont fins avec toi, tu te retrouves dans une circonstance comme moi à Toronto. Parlant de portes qui s'ouvrent au Québec, évidemment, on t'a connu beaucoup par Offenbach. Oui. Dont tu n'étais pas du casting original. Non. Alors, au moment où tu arrives pour joindre les rangs de Offenbach, où le leader incontesté, c'était Jerry, comment ça se fait, cette rencontre-là? C'est un coup de cœur mutuel ou c'est un long apprivoisement? C'était vraiment bizarre parce que j'avais un band à Toronto qui était très bon. Musicalement, c'était pas mal évolué. Puis, et qui s'appelait? Qui s'appelait Steamer à l'époque.
Mais, On trouve des enregistrements de ça encore aujourd'hui? Non, on n'a pas enregistré. On n'a pas eu la chance d'enregistrer. On crevait de faim. On n'avait pas de job, on n'avait pas de budget, on n'avait pas de gérant, on n'avait rien. Mais puis c'était tous des bons joueurs, des gens qui avaient déjà fait de la carrière, puis solides. Mais on avait besoin d'emploi, puis il y a des amis qui sont venus nous voir, puis ils ont dit il y a un band du Québec qui joue sur la rue Young, puis il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça fait que tu as juste à y aller, puis parler au gérant du club, puis ils vont les sacrer dehors, puis ça va faire une paye. Tu sais. Ça fait que je suis allé avec mon batteur, qui était un Québécois italien. Un Québécois qui avait joué avec... Pour mettre dehors un band québécois. Oui, c'est ça, c'est ça. On avait un but dans la vie ce soir-là. Puis lui, il avait joué avec Pagliaro. Ça fait qu'il avait fait le circuit au Québec. On retourne ici, puis le band était Offenbach, puis il était 4 gars dans le band. Puis là, tout de suite, Frank, le batteur, il dit « Je les connais, ces gars-là. Ah, ça c'est Jerry, puis ça, c'est cette chose. » Puis il a joué dans les héritiers, puis lui, il connaissait les gars. Ça fait qu'on s'est assis pour la soirée. Hein? Ça devient plus gênant. C'était plus que gênant. C'était impossible. On a pris une coupe de bière ensemble, puis on est parti de là sans vraiment vouloir parler au gérant de la place, parce que les gars, ils avaient besoin de leur paye aussi. Ça fait que la fraternité musicale a dit qu'on part sans puis à cette époque-là, le Offenbach que tu as entendu, ça sonnait aussi fort que ton groupe? Ah, c'était déjà connu au Québec. Il y avait quelques disques de fête. Call in the Blues était fait, tout ça. Mais il y avait des problèmes internes. Ça bouillonnait. Il y avait 2 groupes de 2. Là. Il y avait Jerry puis Johnny d'un bord, puis Willie puis Oiseau de l'autre bord, puis ils se parlaient plus. Puis tu sais comment est-ce que ça peut être avec un groupe. Ça fait que 6 ou 7 mois après, j'ai rencontré la même gang, mais il avait changé de joueur un petit peu, mais Jerry et Johnny étaient encore ensemble. Et peu après, j'ai eu l'appel « Breen, ça te tente-tu de changer de décor et de venir à Montréal jouer avec Offenbach? » Et c'est comme ça que... Et cet appel-là, il vient de Jerry directement? C'est venu du technicien de son, qui était un gars avec qui j'avais déjà travaillé. Ça fait que lui était l'intermédiaire. Mais c'était sérieux. Puis les gars, ils voulaient changer de personnel encore. Ça fait que là, j'ai pris le guitariste qui était dans mon groupe, puis on est allé faire notre audition dans un petit local. OK, c'était pas juste un appel, on aimerait ça que tu joues, c'était viens passer l'audition. Bien, viens passer une audition, mais c'est pas mal sûr, parce que on va juste voir si le soundman vendait notre talent. Ça fait que on est arrivé, moi et le guitariste, puis on savait déjà, on avait pris le temps de monter quelques pièces Offenbach. Ça fait que au lieu de jammer du blues, on a dit non, on joue votre musique, let's go. Puis le meeting entre Jerry et Johnny était très drôle, parce qu'ils ont fait ça. Jerry a regardé Johnny, puis il a fait. Puis Johnny a fait. Puis c'était fait accompli. Homme de peu de mots, mais homme de peu de signé. mots, et 13 ans plus tard, on jouait encore ensemble. Tu sais. Wow! Merci. C'est vraiment une belle page d'histoire que tu nous offres et qui est fort intéressante. Mais justement, Breen, le gars de gang, là, est-ce qu'il y a une différence entre intégrer un groupe et former son propre groupe? Oui. Premièrement, intégrer un groupe, il faut avoir le respect de ce groupe-là. Où tu ne devrais pas mettre les pieds dans le local. Ça fait que tu fais une analyse de c'est quoi qu'ils font ces gens-là, pourquoi je les aime, ces gars-là, pourquoi la musique m'intéresse, qu'est-ce qu'ils font. Puis quand tu rentres, tu respectes qu'est-ce qui était déjà en place, puis tu essaies de trouver une façon d'intégrer ce que tu as à offrir dans ce qui est déjà accompli, parce qu'eux, il y avait déjà 3 albums de sortie. Je n'étais pas pour réinventer leur musique. Ça fait que il fallait que je joue ces chansons-là avec fierté sur les scènes du Québec. Puis c'était facile de faire, parce que j'aimais beaucoup ce qu'ils avaient fait déjà. Mais aussi de trouver une façon de prendre ses talents puis de les offrir. De dire, ben, tu voulais que j'amène quelque chose, ou voilà. Et ma façon, c'était de dire à Jerry, il faut que je chante quelque chose de temps en temps. Parce que j'ai l'âme d'un chanteur. J'ai toujours chanté quand j'étais petit. Là, je chantais avant que je marchais quasiment. Puis ça fait que
pour moi, c'est important d'avoir cette expression-là, cette release-là, d'être capable de chanter, surtout avec un band comme ça. Ça te donne le goût de chanter quand le son du groupe te fascine, puis tu te sens partie d'un rhythm section qui a une certaine force puis une certaine énergie. Ça fait qu'il a compris. Puis il était généreux à sa façon. À tous les albums par après, j'avais une ou deux chansons que je faisais le lead, que je chantais le vocal lead. Mais je me sentais obligé pour moi et pour le groupe de faire ce move-là, de dire il faut absolument que je chante. Bien, c'est une belle démonstration du sujet où je voulais justement aller parce que je me disais, la voix de Breen LeBeuf, c'est très caractérisé, là. On a 3 notes, on sait que c'est Breen qui chante, là. Puis je pense que même l'intelligence artificielle n'arrivera pas à côté ça. Alors, grand bien nous fasse, Dieu merci. Mais il y a ça. Mais le jour où tu dis, je veux chanter au sein d'Offenbach, là, c'est pas je vais être back vocal, c'est je vais être lead singer pendant quelques pièces, là. La façon que je l'ai présenté, j'ai dit à Jerry, ça va te donner une opportunité de prendre une petite bière, puis de relaxer un petit peu en arrière de ton orgue, puis tu sais, d'écouter le groupe, puis il a trouvé ça intéressant aussi, parce qu'il savait que dynamiquement pour le groupe, ça donnait mettons, une variation dans le pacing, puis dans le son du groupe qui peut servir. Dans un spectacle d'1 heure et demie, 2 heures, c'est le fun d'avoir, tu sais, c'est comme un change-up pitch pour un pitcher de baseball. Soudainement, tu les donnes une autre saveur, puis ça rallume ton public. Et là, votre relation était suffisamment forte, j'imagine, pour que Jerry ne se sente pas menacé par ça. Donc, je lui ai dit tout de suite, je veux pas ta job, t'es merveilleux, tu fais ça à perfection, j'aime beaucoup ce que tu fais, puis le monde aussi, tu sais, ils t'ont accepté, ça fait longtemps, ça fait que t'es pas en danger là, que je chante une chanson. T'sais. J'imagine non au moment où tu le proposes, mais au moment où la chanson en question, ça devient quelque chose comme Mes Blues passent plus dans la porte, là. On peut sentir une petite compétition. Il y avait un moment bizarre, mettons, que quand c'est venu le temps avec l'album Traversion de lancer les singles, à l'époque, il y avait un 45 tours, puis il y avait face A, face B, puis on envoyait ça dans les radios en promotion pour l'album. Puis, c'était suggéré par tu sais, on envoyait un envoi avec ça de promotion qui disait, puis joue donc le face A, c'est ça qu'on est en promotion. Puis, souvent, le face B, c'était une chanson qui était plus ou moins album cut. C'était quelque chose qui était pas destiné à faire de la promotion pour l'album. C'était pas un potentiel radio play, tu sais, de radio. Ça fait que il a décidé de mettre Mes Blues à face B sur face B. Il a fait « Je chante comme un coyote » avec Mes Blues à face B. Mais à l'époque, tu sais, les programmeurs de radio, ils fumaient leur petit bat puis ils écoutaient toutes à chaque semaine, il arrivait un petit tas de 45 tours. Puis les gars, ils faisaient leur écoute puis ils décidaient qu'est-ce que c'est. C'est dans le temps qu'il y avait encore leur propre choix. Maintenant, c'est choisi par machine, je pense. Mais à l'époque, les gars, ils choisissaient qu'est-ce qu'ils aimaient puis ils ont décidé qu'ils aimaient les deux. Ça fait qu'ils ont joué les deux. Et Mes Blues, ils ont pas arrêté de le jouer. Ça a joué pendant des années. Ça fait que... mais lui, il n'avait pas l'intention de le faire connaître autant que ça. Ça fait que quand il a vu qu'il y avait un potentiel pour populariser le groupe avec ce que je faisais avec le groupe, il me sortait des 45 tours en promotion après. Rock de velours, c'est une chanson que j'ai chantée par André Saint-Denis, puis ça a sorti en 45 tours, puis les gens l'ont bien aimé, pas autant que Mes Blues, mais c'est encore une tune populaire. Ouais. Ça fait que c'était... On avait une bonne affaire ensemble, moi et Jerry. On ne s'astinait pas sur des bébites. On n'était pas toujours d'accord. Deux individus qui sont indépendants dans leur façon de faire, mais on savait comment s'entendre. Et tu as su faire ta place, pas nécessairement attendre qu'on te la donne, ce qui serait peut-être pas venu. Là. C'est ça. Puis je pense qu'en quelque part, même vers la fin de sa vie, quand il a fait son album Rendez-vous doux, j'étais le seul de l'ancienne gang d'Offenbach qui a été invité à participer. Puis,
il était pour être mon réalisateur sur mon premier album à mon nom, mais il était trop malade pour faire le job. Mais c'était un partnership que ça m'a vraiment choqué quand il est tombé malade. Parce que ça faisait une douzaine d'années qu'on avait travaillé ensemble sans vraiment frotter. Il y avait une bonne harmonie. Une bonne harmonie. Ça fait que c'était comme une grosse déception de le perdre là, à ce moment-là, dans sa vie et dans ma vie. On avait des plans. On voulait continuer ensemble. Mais, il y avait une suite à Offenbach pour vous. Il y avait une suite à Offenbach, ce qui était sa carrière à lui. On a fait une tournée de 40 shows, puis les gens adoraient ce qu'il faisait, puis c'était un public plus large qu'Offenbach. On avait toutes sortes de monde qui venait voir Rendez-vous Doux. Qu'on aurait même peut-être pu voir Jerry sur une tournée de Breen. Oui. Oh, absolument. Ben, non, il était il était intéressé à ma carrière au point qu'il est venu voir Céline Dion, puis il n'était pas un fan de Céline Dion. Il respectait son talent, mais c'était vraiment pas son... C'était pas son genre, il n'y avait pas ses disques, il n'écoutait pas ses tunes. Mais il est venu au Saint-Denis avec Françoise pour voir Céline Dion avec Breen à la bass. Ou inversement. Oui, pour voir Breen avec Céline. Oui, puis on a chanté. Oui, c'était ça. Puis à la fin, c'était très drôle parce que d'habitude, on était chummés. Mais là, après le show, je suis descendu le voir dans la salle, puis il m'a serré la main. C'était bien bizarre. Protocolaire. Breen, t'étais bien bon. C'était officiel. J'avais les tempes. T'étais bien bon, Breen. C'était correct, man. Jerry Proof. Oui, c'était très drôle. Je reviens une seconde sur mes blues, pas nécessairement pour parler de la chanson, mais du contexte, parce que ne serait-ce que parce que le texte véhicule et par l'époque où elle a été écrite, on peut imaginer, à tort ou à raison, que certaines de tes compositions soient sorties d'une espèce de nirvana dans lequel des substances autres t'auraient amené. Est-ce qu'il y a eu des moments d'écriture sous effet et sans effet? Y a-t-il un plus? Y a-t-il des plus, des moins? Il y a eu tout ça, puis je suis pas fier nécessairement du travail que je faisais quand j'étais dans un état altéré. On pensait qu'on était bien bon des fois. Jusqu'à temps qu'on le réécoute jusqu'à temps que quelqu'un nous enregistre. Puis on écoute ça, puis on fait... Ouh, boy, on joue d'un crack, hein? Ça drague-tu? Ça tu de l'air à ralentir un petit peu? Puis, c'est-tu faux, ça? Non, on n'était pas à la hauteur de nos potentiels quand on était dans un état altéré. Mais ça, je comprends bien ça pour l'aspect du musicien. Oui. Mais pour l'aspect du compositeur et de la création? Des fois, pour la création, ça nous libérait un petit peu d'être pas stocké sur qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce que les gens pensent qu'on devrait faire ou qu'est-ce que la musique fait de ce temps-ci, qu'on devrait participer à un mouvement musical quelconque ou adhérer à un son ou, juste pour nous laisser la liberté de faire. Essayons donc ça. Des fois, dans le local, oui, ça a donné des affaires qui étaient intéressantes, mais il fallait vraiment pas amener ça sur la scène. Parce que quand on l'a fait, puis c'était pas une bonne idée. On a fait preuve de pas avoir bien géré nos substances avant le show, mettons. Mais des fois, il y a des délais avant un show, pour X, Y, Z raison, puis il y a beaucoup de bière dans les loges. Puis les gars, ils ont soif pour X raisons. Puis soudainement, il y en a deux qui commencent à canter. Puis là, c'est hop, OK, on s'en va jouer. Il y a 2 heures de show à faire. Je pense qu'il faut juste écouter en direct de l'univers une fois ou deux pour voir assez rapidement comment tu as réussi à tisser un réseau à Montréal. Hein. Tu reviens à peu près, je dirais, 1 fois sur 4 en direct de l'univers pour faire un hommage à quelqu'un, jouer une toune. Oui, c'est des amis. Ben oui, c'est ça. Mais un jour, tu déménages en Mauricie, à Trois-Rivières pour être plus précis. Je ne sais pas si c'est peut-être les amours qui t'ont amené à Trois-Rivières. C'est clair. Ma femme. Dans tous les sens du mot. Oui, dans tous les sens du mot. Ma femme était conceptrice et directrice du Festival de danse encore pendant 25 ans. Et on était en campagne dans le bout de Saint-Gabriel-de-Brandon, une belle place sur le bord d'une rivière. J'aimais bien ça, mais elle
elle voyageait à tous les matins. Puis l'hiver, là, c'était dangereux. Les petites routes, là, Saint-Édouard puis tout ça, là, des fois, là, en hiver, là, ça vient rock and roll un petit peu, la route. Ça fait que c'était pas à continuer. Je pense qu'elle a pris le champ avec son char à un moment donné, puis c'était trop. Puis on a décidé de venir s'installer à Trois-Rivières pour accommoder son festival. Puis elle avait aussi parti à une école de danse ici, peu après. Ça fait qu'on s'est installé à Trois-Rivières, puis en m'installant à Trois-Rivières, j'ai dit, bien, moi, je peux faire ce que je veux de n'importe où au Québec, mais ici, on a un pont pour aller dans le sud de la province, c'est pratique au bout. Ça fait que j'étais très positif et j'ai fait de la connaissance de beaucoup de musiciens, musiciennes, des chanteurs, des compositeurs, ici, dans la région. C'est justement la question que j'allais te poser, parce que les musiciens de chez nous, je pense par exemple à des Pierre Verville, à des Christian Laflamme, à des Régent Bouchard, à Daniel Mongrain, puis on pourrait en nommer toute une série. Des affaires de même. Ouais. Mais ces gens-là rayonnaient déjà à Montréal. Oui. Est-ce que tu les connaissais d'avant ou tu as découvert un écosystème musical vraiment particulier? J'en connaissais d'avance. Je connaissais Daniel, je connaissais Steve. Puis j'avais déjà entendu Pierre Verville avec Alain Caron. Puis je respectais le berceau musical qui était la Mauricie. Mais de dire que je pouvais opérer musicalement ici, enregistrer ce que je voulais ici, partir des groupes musicaux ici, participer à un beau groupe a cappella appelé 3-4 ici avec Robert Aubin et compagnie, c'était tout à découvrir. Puis, en arrivant, j'ai trouvé que les gens... Il y avait une drôle d'attitude à Trois-Rivières. Les gens venaient me voir et ils disaient « Oui, les gens sont froids ici à Trois-Rivières. Hein? » Je disais « Non, c'est pas vrai. Les gens sont ouverts à Trois-Rivières. Ils sont très commodes. Ils sont talentueux. Puis j'ai trouvé que j'avais tellement de portes ouvertes pour... J'ai un projet, Brain, viens-t'en. Tu sais, les gens étaient très... C'était beaucoup ça, notre rencontre, très accommodant. Entre autres, hein? Oui. Mais je me rappelle du jour où je te demande pourquoi tu veux intégrer le groupe 3-4, parce qu'on avait fait un premier spectacle ensemble. Oui. Et tu me dis, ben moi, j'ai été dans un groupe de 5 musiciens où je ne faisais pas d'argent, ça fait que pourquoi pas 7? Je l'ai toujours retenu. Oui. Ce qui m'amène à ma dernière question, parce que malheureusement, le temps passe trop vite. Demain matin, 70 millions, l'Automax, c'était hier, peut-être qu'il a été gagné, peu importe. Tu gagnes le gros lot, là. C'est possible de prendre une retraite de la musique ou non? Non. Ça va t'accompagner? Non, je pense pas. Je pense pas. J'aime trop ça encore, Robert. J'aime beaucoup faire ça. Puis j'ai appris avec les années. Au début, j'aimais la musique, mais j'avais peur du monde. Puis j'ai appris avec le temps comment m'approcher du monde, puis comment les apprécier autant qu'ils ont de l'air à apprécier que ce qu'on peut offrir en musique. Puis le partage, c'est très important pour moi d'avoir ce feeling-là de temps en temps. Puis quand je l'ai pas, ben ma blonde, elle me dit « Brain, sors jouer, va-t'en, sors de la maison, va chanter pour le monde, là, ça va faire du bien. » Puis, merci, Brain. Merci on te souhaite encore une longue carrière parce qu'on en profite à chaque fois que tu sors. Merci beaucoup. Merci, mon ami.